Olivier de Scooter, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Alors, je suis Olivier de Scooter et je suis rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains depuis 2020. Et auparavant, j'ai été rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation, succédant à Jean Ziegler, qui est déjà passé sur cette chaîne. Nous vous recevons ce soir pour parler pauvreté, extrême pauvreté, croissance, boussole de croissance et tout un tas de facteurs qui sont liés à notre développement thermo-industriel. Déjà, est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est l'extrême pauvreté? Alors, il y a une définition que donne la Banque mondiale et qui est utilisée dans les statistiques mondiales et qui nous dit l'extrême pauvreté, c'est la situation des personnes qui vivent avec moins de 2,15 $ par jour et par personne en parité de pouvoir d'achat dans les dollars de l'année 2017. C'est un peu compliqué, mais ça veut dire que c'est les personnes qui ne pourraient pas payer plus de 2,15 $ aux États-Unis en 2017. C'est une mesure complètement absurde de l'extrême pauvreté, parce que ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui vit avec 70 € au Portugal aujourd'hui ne serait pas dans l'extrême pauvreté, parce qu'il serait au-dessus de ce seuil, juste au-dessus de ce seuil. Donc ça n'a pas de sens. Et c'est une mesure qui a été développée initialement pour rassurer les pays les plus pauvres de la planète sur le fait que la pauvreté était quelque chose qu'ils pouvaient gérer, que ce n'était pas quelque chose qui touchait 90% de la population, mais c'est une mesure qui a perdu toute signification. Et c'est la raison pour laquelle moi je travaille sur l'extrême pauvreté, mais surtout sur la pauvreté comme exclusion sociale qui résulte de l'écart des revenus. Et des personnes peuvent avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se loger, et en même temps se vivre comme étant très pauvre, trop pauvre, par rapport à d'autres dans la société, ne pouvant pas répondre aux attentes sociales. Et ce sont ces personnes-là avec qui je travaille. Comment vous expliquez que dans nos démocraties occidentales, ça se tend, ça se raidit, ça veut écouter les journalistes, ça légifère pour écouter les journalistes, ça positionne des lois pour écouter les gens, pour pouvoir avoir une écoute un peu sur ce qui se passe à gauche, à droite. Comment vous l'expliquez que le pouvoir se tende comme ça? C'est du fait que la situation générale se tend? C'est une anticipation? Comment vous l'expliquez? Et comment vous expliquez surtout que ceux censés nous défendre ne s'agitent pas plus que ça? Je crois que le problème est qu'on est sorti de l'axe gauche-droite qui a caractérisé tout le XXe siècle. Cette opposition-là est perçue comme moins pertinente parce que beaucoup de gouvernements ne sont plus en mesure d'opérer les changements importants que cela requerrait d'avoir une politique de gauche en raison de la mondialisation. Ils ont perdu un peu le contrôle des choses. Et donc on est confronté, si vous voulez, à une opposition différente aujourd'hui entre... Ils ont perdu le contrôle des choses. Comment dites-vous? Pourquoi ils ont perdu le contrôle des choses? Mais je crois que la mondialisation des échanges commerciaux, de l'investissement, fait que les gouvernements, en fait, ont perdu le contrôle de toute une série d'évolutions et sont perçus par les populations comme des courroies de transmission de la mondialisation néolibérale. Et face à cela, les opinions publiques se raidissent, contestent le pouvoir qui est vu comme simplement humanisant cette mondialisation néolibérale, et on est confronté à un choix qui, pour beaucoup, n'est pas satisfaisant. Entre d'un côté cette mondialisation à peine maîtrisée, et de l'autre, le repli sur soi, parfois xénophobe et protectionniste. Et je crois que dans mon rôle, il y a l'obligation de sortir aussi de ce clivage, et de dire qu'il y a d'autres manières de gérer la société que de soit amener à ce repli sur soi, soit amener à cette mondialisation qu'on aménage à peine. Et en France, c'est assez typique. Le face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, auquel on assistait à 2 reprises, c'est au fond à la fois attester de la fin du clivage gauche-droite, et c'est à la fois montrer que c'est cette alternative-là qui est proposée aux Français. Les Françaises. Les Nations Unies, elles ont eu quel regard sur la politique française concernant les gilets jaunes? Est-ce que les émeutes ont été réprimées en France telle une politique contre-insurrectionnelle digne des pays du tiers-monde? Comment vous avez jugé le fait qu'il y ait eu des gens éborgnés, énucléés, pardon, le mot que je cherchais. Il y a eu beaucoup de prises d'opposition. Il y a eu beaucoup de prises d'opposition des Nations Unies. Qu'il y ait eu des grenades
de désencerclement, des LBD 40 considérés par nos amis suisses comme des armes de guerre. Je vous laisse continuer. Non, il y a eu beaucoup de prises de position des différents mécanismes de droits humains des Nations Unies pour dénoncer la répression des mouvements sociaux en France et notamment lors de ces manifestations des Gilets jaunes, des prises de position nombreuses, y compris au plus haut niveau, du haut-commissaire ou de la haute-commissaire aux droits de l'homme à l'époque. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, on a quand même l'impression, ça se voyait avec les Gilets jaunes, ça se voit aujourd'hui avec la répression des soulèvements de la terre, d'un État qui n'a pas d'autre réponse à la contestation sociale que celle de la répression violente. Et c'est extrêmement inquiétant pour la qualité du débat démocratique, si vous voulez. Moi, je me pose la question de savoir ce que des jeunes, aujourd'hui, qui ont 20 ans et qui manifestent leur inquiétude par rapport à ce que l'avenir leur réserve, étant donné l'état si vous voulez, de la planète, quand on leur offre comme seule réponse des gaz lacrymogènes, des autopompes et des chiens que l'on tient en laisse et qui menacent les manifestants, comment ces gens vont-ils voter dans 10 ans? Vont-ils voter d'ailleurs? Et ça m'inquiète beaucoup. Je crois que vraiment il y a une incapacité à nouer un dialogue avec des personnes qui ne se sentent pas représentées dans le système politique et qui reçoivent cette réponse autoritaire et très problématique. Des mouvements sociaux. Pourquoi on réprimande aussi fortement des gens qui vont militer pour les droits de la terre, on va dire, l'environnement? Pourquoi on sort des gendarmes super baraqués, super équipés, super armés? Parce que, bon, il faut dire aussi, ils se prennent des cocktails Molotov dans la tête. Pourquoi le pouvoir politique se tend? Il se tend parce qu'il anticipe quelque chose de très difficile, c'est-à-dire tous les mouvements sociaux en opposition au capitalisme. Il anticipe quoi pour devenir aussi violent? Pourquoi il est si tendu? Écoutez, est-ce que vous avez une prospective, une anticipation, une lecture sur ça? Écoutez, je crois d'abord que la question est à poser surtout au gouvernement. Et j'espère que... Je la pose à vous, pourquoi? Oui, mais j'espère que des ministres vont un jour pouvoir répondre à cette question face à ces caméras. Bon courage. Mais mon interprétation personnelle, si vous voulez, c'est que c'est une manière très commode de décrédibiliser les demandes qui sont faites par ces mouvements sociaux. Quand on appose le label d'éco-terroriste sur des manifestants pour le climat ou qui défendent des zones à défendre, l'on se dispense d'apporter une réponse sur le fond. Et ceci me paraît extrêmement problématique. Et puis, l'autre réflexion que cela me suggère, c'est que nous sommes dans des sociétés où la recherche de la croissance économique, de la maximisation des profits pour les entreprises qui sont les championnes de cette croissance, est en réalité la boussole qui oriente les choix publics, les choix des gouvernements. Et dans ce contexte-là, des mouvements sociaux qui contestent, je dirais, cet ADN de nos sociétés, cette boussole qu'elles se sont donnée, sont des mouvements sociaux auxquels on n'arrive pas à répondre parce que c'est un projet de société différent que ces mouvements sociaux amènent. Et on peut facilement discuter avec des gens qui disent, vous savez, pour créer la croissance économique, il faut tolérer des déficits pendant une certaine période, et puis les choses iront mieux, alors que d'autres auraient des politiques d'austérité à proposer. Et ce débat-là, on peut l'avoir. Mais quand ce sont des gens qui contestent l'idée même qu'il faut que la société privilégie la création de richesses et la croissance, ça devient très difficile d'avoir un dialogue. Et je crois que c'est aussi cela, ce que vous appelez à juste titre le raidissement des pouvoirs. Dans les milieux patentés, ils ont une expression qui est un système overstretch, hyper tendu. Est-ce que vous pensez que les décideurs politiques, ceux en charge de gérer nos sociétés thermo-industrielles, ont peur du trou d'air, du changement d'ADN de nos sociétés? Quand je dis changement d'ADN, c'est passer d'un capitalisme prédateur avec un développement en croissance exponentielle, avec une hyperconsommation des matières premières, de l'eau, et je vous en passe des meilleurs. Est-ce que les politiciens, les directeurs de fonds d'investissement censés payer la retraite de certains fonctionnaires américains, est-ce que vous pensez que ce changement, cette bascule, engendrerait un trou d'air
qui, pour eux, serait plus néfaste que la répression des manifestations telles qu'elle est faite à l'heure actuelle. Ah, ce qui est clair, c'est que, ce basculement est devenu nécessaire, et que deux, cela impose des changements que les décideurs sont très peu prêts à faire, parce qu'il y a beaucoup de grands acteurs économiques. Pourquoi c'est nécessaire ? C'est nécessaire pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que nous ne pouvons pas continuer à poursuivre cette croissance sans franchir des limites planétaires avec des conséquences non seulement irréversibles, mais particulièrement dommageables pour les populations, et notamment du Sud, mais aussi chez nous, on le voit de plus en plus. Et donc, on est dans une sorte de spirale infernale dont il faut absolument sortir, et ça suppose des décisions courageuses qui poursuivent, je dirais, un choix de société, ou qui font un choix de société différent, et proposent une forme de prospérité qui ne repose plus sur la surconsommation matérielle, sur les gains de productivité chaque année plus importants, sur la recherche d'une compétitivité dans une concurrence mondialisée de plus en plus forte, tous des choix qui épuisent les écosystèmes comme une population. Donc c'est un changement assez important vers lequel il nous faut aller, mais c'est certain que ça dérange beaucoup, et que les gouvernements ne paraissent pas prêts à réfléchir cette radicalité-là. Je note d'ailleurs que même lorsque Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en juillet 2019, présente son pacte vert, elle présente ça comme le nouveau modèle de croissance de l'Union européenne. Et il y a cette idée que finalement, c'est dans la mesure où cela va être bénéfique pour les entreprises et pour leur chiffre d'affaires et pour les profits des actionnaires que l'on doit changer de modèle et aller vers un développement plus durable. Mais on doit se poser la question de savoir si la croissance, aujourd'hui, dans les pays riches, est encore quelque chose de souhaitable. Nous sommes nombreux à penser qu'en réalité, cette quête de croissance est devenue contre-productive, qu'elle avait un sens jusque dans les années 60, mais que depuis les années 70, elle est devenue contre-productive. Cette quête de croissance nous conduit à faire des choix qui créent en fait de l'exclusion. Mais par contre, je crois que le discours de la sobriété est un discours qui gagne du terrain, et que de plus en plus de gens se posent la question de savoir si la quête du toujours plus est véritablement la voie que l'on doit se donner collectivement. Je crois que les gens sont épuisés, ont envie d'autre chose, réalisent que les limites planétaires sont en train d'être largement dépassées à raison de ce modèle de croissance infinie que l'on se donne et qui est complètement irresponsable. Et de plus en plus de gens se reconnaissent dans le portrait d'une société qui se donnerait des objectifs différents. Alors, ça veut dire un discours sur la transformation qui n'est pas un discours sur le renoncement, le sacrifice, mais sur la sobriété heureuse, sur la sobriété heureuse, choisie, qui aujourd'hui est la seule voie réaliste. Alors, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Oui. Est-ce qu'on va assez vite dans ces directions? Certainement pas. Mais les normes sociales peuvent basculer assez vite. On a beaucoup d'études qui montrent, et il suffit de penser à l'impact qu'a eu le mouvement MeToo sur les rapports entre les femmes et les hommes, ou sur ou les rapports entre fumeurs et non-fumeurs depuis une vingtaine d'années. On a parfois des normes sociales qui basculent très vite. Lorsqu'une minorité consciente de la nécessité de changer ces normes sociales, s'organise pour faire cela. Il ne faut pas 50% des gens qui changent leur comportement pour que la norme sociale évolue. Il suffit de 12, 15, peut-être 25% de gens pour que la norme sociale change. Et je suis convaincu pour ma part que ce pourcentage de personnes qui choisissent des modes de vie différents, plus sobres, plus simples, effectivement, moins encombrés de biens matériels, que cela augmente, pas assez vite, mais cela augmente, et que la norme sociale va changer bientôt. Déjà, il est vu comme très bizarre d'avoir des voitures hyper puissantes quand on habite en ville, par exemple. Et déjà, on a honte de prendre l'avion. Et donc, on a déjà des comportements qui sont en train d'évoluer.
à raison de ce que l'on se rend compte qu'on est dans une impasse, dans une spirale mortifère dont il faut sortir. Donc je pense qu'on va dans la bonne direction, mais je crois que la course de vitesse qui est engagée contre la dégradation de l'environnement, on est en train de la perdre. On va dans la bonne direction. On parlait de propositions politiques. On voit qu'en France et en Europe, les vols de nourriture ont augmenté depuis l'inflation due à tout un tas de facteurs, la guerre, la production monétaire à outrance, l'injection de liquidités, et j'en passe, à la sortie du Covid aussi. Comment, quand on a, je demande à être fact-checké, quand on a en France environ 25% des moins de 25 ans en privation alimentaire importante, voire grave, comment la chaîne politique... Pourquoi la chaîne politique ne réagit pas quand on voit les restaurants du cœur augmenter, être sous l'eau, parce qu'il y a de plus en plus de demandes de gens qu'ils n'avaient jamais vus. Quand on a faim, c'est compliqué de lancer une population vers un nouvel objectif. Mais bien sûr, il faut commencer par l'essentiel. Aidons les personnes en difficulté à avoir un pouvoir d'achat qui leur permette de vivre dignement. Ça me paraît évident. Et je dirais d'ailleurs de ce point de vue-là, j'ai interpellé la France à ce propos, que le fait d'avoir un RSA, un revenu de solidarité active, dont ne bénéficient pas les jeunes de moins de 25 ans, est absolument injustifiable. Et c'est un combat que je conduis depuis des années. Je ne m'explique pas que l'on ne revienne pas là-dessus. La France est d'ailleurs très isolée dans le fait sur que cette question. La mondialisation a sorti énormément de gens de la pauvreté, qu'il y a beaucoup moins de gens dans la pauvreté, c'est ça ? Alors, c'est vrai que la mondialisation des années 80-90 a permis à certains pays de faire des progrès très considérables en matière de réduction de la pauvreté. C'est le cas notamment de la Chine et de plusieurs pays d'Asie du Sud et du Sud-Est, y compris l'Inde, dans une moindre mesure. Mais la pauvreté demeure extrêmement importante dans beaucoup de régions du monde, et elle a même progressé dans certaines régions au cours de cette même période de mondialisation extrêmement forte. Donc, elle a été la solution pour quelques pays, mais certainement pas pour tous les pays, et les écarts de richesse entre les populations pauvres et riches au sein des pays, ces écarts ont augmenté. La mondialisation, en fait, a augmenté les inégalités parce que la manière dont elle a opéré, c'est qu'il y a eu des gagnants, mais aussi des perdants dans le fait de mettre en concurrence les économies du monde. Donc la mondialisation a eu certains impacts positifs, il ne faut pas le nier, mais elle a fragilisé beaucoup de populations, et dans les pays riches, elle a notamment marginalisé les travailleurs et travailleuses faiblement diplômés, soumis à la concurrence internationale, menacés par les délocalisations et par le chantage à l'emploi que pratiquent les grandes entreprises. Dans un pays comme les États-Unis, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a vu l'espérance de vie chuter pour les travailleurs et travailleuses pauvres. C'est ce qu'ont bien montré Anne Keyes et Angus Deaton dans un ouvrage qui s'appelle « Mort de désespoir », où ils montrent que les travailleurs faiblement qualifiés aux États-Unis, notamment blancs, ont vu leur espérance de vie chuter en raison de l'usage de drogues, d'opioïdes, en raison de suicides, en raison de l'alcoolisme. Ce sont des personnes désespérées et qui, avec la robotisation et avec la mondialisation, se sentent complètement marginalisées. Et effectivement, c'est ce qui explique le vote populiste, le vote de Trump, c'est ce qui explique aussi le Brexit au Royaume-Uni. Et c'est extrêmement important que nous prenions conscience de ce que la mondialisation, bien qu'elle ait réduit la pauvreté dans certains pays, notamment en Asie du Sud-Est, a été, pour beaucoup de populations, extrêmement difficile à gérer. Non, on a des projections qui montrent que l'automatisation des tâches, la robotisation et plus encore avec l'intelligence artificielle, ça va amener des destructions d'emplois importantes. Et cela va amener plus d'1 milliard de postes de travail à évoluer. Donc même les personnes qui resteront en poste vont devoir s'adapter à des nouvelles manières de travailler à raison des progrès technologiques. Ce qui m'inquiète dans ce développement, c'est que le pouvoir de négociation des travailleurs et travailleuses va effectivement être gravement affaibli. Et l'on estime, c'est une projection que l'on a, que d'ici 2030,
les salaires, enfin, la progression des salaires va être réduite de 2% à raison de l'automatisation des tâches. Et donc, cela rejoint ce qu'on disait il y a une minute sur les travaux de Anne Keyes et Angus Deaton, c'est que l'automatisation des tâches rend les travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés redondants et les expose à une concurrence non seulement de salariés mal rémunérés dans les pays du Sud, ce qui était déjà le cas depuis les années 80, mais aussi une concurrence avec les machines. Et ce sont de très nombreux emplois qui sont ainsi menacés. Et pour, je dirais, la santé mentale des travailleurs et travailleuses, savoir qu'on peut être remplacé par une machine, c'est extrêmement problématique. Donc c'est quelque chose qui doit nous préoccuper. N'oublions pas qu'on a, notamment en Afrique, une croissance démographique qui demeure importante, et on estime que dans les pays en développement, 470 millions de jeunes adultes vont arriver sur le marché du travail d'ici 2035. Donc il faudra trouver des emplois pour ces gens-là. Et donc on doit se demander si je dirais, cette course à l'automatisation des tâches est bien raisonnable. Est-ce que ce n'est pas finalement... est-ce que le moment n'est pas venu de réfléchir à l'opportunité de low-tech qui crée de l'emploi et qui permettent peut-être de réduire aussi l'impact énergétique de nos modes de production et de consommation ?